Le printemps jaillit soudain des forêts alentours et s'empara des marais qui, très vite, se couvrirent d'une multitude de fleurs jaunes, à la tige épaisse, de lilas, l'eau et de formes, et aux couleurs inouïes, de plantes aquatiques et de grosses feuilles flottants dont j'ignorais le nom, à ma grande honte, car je suis avant tout un botaniste. Le jeune Opalinski se démenait pour m'apporter une distraction. Mais que pouvait-il faire, au fond? Nous ne disposions pas de livres, ici, et la mince réserve de papier et d'encre me permit tout juste de dessiner quelques plantes. Toujours est-il que mon regard se tourna davantage vers la fillette, la dénommée Olstralska, qui, privée de son frère, recherchait à présent notre compagnie. C'est tout particulièrement qu'elle s'attacha à Opalinski et se mit à le suivre. J'eus même des soupçons de m'être trompé sur son âge. Je tentai de déceler quelques signes de sa féminité précoce, mais son corps était encore enfantin, maigre, sans rondeur aucune. Les Kurzweil lui avaient procuré de beaux habits et des chaussures, mais elle les retirait délicatement dès qu'elle quittait la maison et disposait avec soin contre le mur. Bientôt, nous commençâmes à lui apprendre à parler et à écrire. Je dessinais à cet effet des animaux que je montrais dans l'espoir de l'entendre prononcer quelques paroles. Attentive, elle observait nos gestes, mais j'avais l'impression que son regard glissait sur la feuille sans même s'attacher à son contenu. Lorsqu'elle prenait le fusain dans sa main, je parvenais à dessiner un cercle sur le papier, mais sans lasser vite. Je dois ajouter ici quelques mots au sujet de la jeune Opalinski. Félix de son prénom, ce qui lui allait fort bien, car il était bien heureux, en toutes circonstances, toujours aimable et bien intentionné, malgré ce qu'il avait vécu. Il avait pourtant vu sa famille décimée par les Moscovitch, son père éventré, sa mère et ses sœurs sauvagement violées. Comment a-t-il su contraindre l'adversité en sa faveur et à garder sa force d'esprit? Cela restait pour moi un mystère, car je ne l'avais jamais vu verser une larme ni succomber à la mélancolie. Il avait déjà beaucoup appris de moi, et je me disais que les efforts déployés par sa majesté pour lui procurer un bon précepteur avaient porté leurs fruits. Ce jeune homme, au regard bleu, de petite stature mais très adroit, aurait pu être promis à une grande carrière. Hélas, survient-il les événements que je ne vais tarder à vous narrer. En attendant, le jeune Opalski semblait intéressé bien plus que moi, incapable encore de sortir au-delà de la cour et alourdi que j'étais par la cuisine polonaise, au phénomène de Plika Polnika, qui, en ce lieu, à Kursenwisk, identifia Osronska en été. Alors que la canicule de juillet battait son plein, nous apprîmes par le courrier que Varsovie avait délivré des mains des Suédois. Aussi, ai-je cru que tout allait reprendre son train habituel, que j'allais vite me rétablir et pouvoir ainsi rejoindre son Altesse royale afin de continuer à soigner sa peau d'agre. Pour l'heure, un autre médecin avait la charge de veiller son mieux sur sa santé délabrée du monarque. Cela m'inquiétait, car ma méthode de traitement par le mercure était encore un peu connue. En Pologne, le savoir médical et son exercice restaient peu faibles. Les médecins ignorent tout des grandes avancées les plus récentes en anatomie et en chimie, recourant toujours à de vieux remèdes, bien plus proches de la tradition populaire que des résultats de longues et de patientes recherches. En honnête homme, je dois pourtant reconnaître que même à la cour du roi Louis, la plus belle de toutes,
et il est rare de trouver un médecin qui ne soit pas, de facto, un charlatan inspiré par des découvertes et des analyses totalement farfelues. Par ailleurs, ma jambe avait du mal à se remettre, et je ne pouvais toujours pas m'appuyer dessus. Je continuais à recevoir les visites de vieilles, la chuchoteuse, comme on l'appelait ici, qui badigeonnait mes muscles flétris avec un liquide marron et malodorant. Début août, une triste nouvelle nous parvenut. Les Suédois avaient repris Varsovie, et ils pillaient sans ménagement. La fortune m'était donc favorable, car ici, dans les marais à perte de vue, je pouvais me rétablir en toute tranquillité. Peut-être Dieu m'avait-il offert ce temps de réclusion, afin que je puisse rester en sécurité, pour m'échapper à la violence, la guerre et la folie humaine. Peu après, à Saint-Christophe, fêté solennellement dans les marais, ce qui, somme toute, était compréhensible, car le dit saint avait traversé les eaux pour porter le petit Jésus sur la terre ferme. Nous entendîmes pour la première fois la voix d'Osrolaska. Tout d'abord, elle s'adressa au jeune Opalinski, alors que celui-ci demanda, stupéfait, pourquoi elle n'avait jamais parlé jusqu'alors. Elle lui avait répondu que personne ne lui avait jamais rien demandé. En vérité, elle n'avait pas tort, parce que nous avions présupposé qu'il n'était impossible de parler. Je regrettais ma piètre connaissance du polonais, qui m'empêchait de questionner à ma guise. Cela dit, le jeune Opalinski, lui aussi avait du mal à la comprendre, car elle s'exprimait dans une sorte de patois local, le rutène. Elle prononça des mots isolés, puis nous fixa du regard, comme pour sonder leur force, ou peut-être guettait-elle une simple confirmation de notre part. Sa voix, trop basse, masculine, presque, ne s'accordait pas avec son physique. Ce n'était pas la voix d'une petite fille. Lorsqu'elle pointait son doigt en répétant maison, toit, fenêtre, je me sentais alors fort mal à l'aise. J'avais l'impression que ces choses simples, banales, elle les faisait résonner depuis un au-delà. En été, les marais s'asséchèrent, sans que personne ne s'en réjouisse pour autant, car il était devenu bien plus facile d'accès, s'exposant ainsi le lieu-dit de Kurskenjan à des attaques constantes de brigands et de gredins de toutes sortes. Enhardis par une guerre sans fin, un jour nous fûmes assaillis par des moscovites, et le pauvre Kursenkir n'eut d'autre choix que de traiter avec eux et de leur payer une rançon. Une autre fois, nous repoussâmes l'attaque d'une bande de maraudeurs, sans même pouvoir distinguer de quel côté ils étaient, ni à quelles armées ils avaient appartenu. Le jeune Opalinski saisit son arme et en tua plusieurs, ce qui lui valut une grande estime pour cet acte d'héroïsme. Plus que jamais, j'espérais voir arriver le messager de Varsovie, et à chaque nouveau visage égayait en moi cet espoir, tant j'avais hâte de retourner auprès de Sa Majesté. Pourtant, il ne se passait rien. La guerre continuait de plus belle, et le roi suivait courageusement son armée. Peut-être même avait-il oublié son médecin écossais, au point que je songeais à prendre la route sans convocation. Hélas, j'étais bien incapable de monter seul à cheval, et un carrosse n'aurait pas pu me porter à travers ces confins boueux et ces chemins impraticables. Abîmé dans mes tristes pensées, je remarquai depuis un moment Koroska rassembler autour d'elle les jeunes servantes du manoir, les enfants des paysans, mais aussi parfois le fils et les filles du charmant Kursekrise, et écouter ces balivernes. De quoi délibérait-il de la sorte? Que disait-il? Me renseignai-je auprès de Palinski. Prêtant d'abord une oreille discrète, celui-ci finit par se joindre ouvertement à ce drôle de groupe. Ils relataient alors leurs échanges par la suite. Avant de me mettre au lit, lorsqu'ils frictionnaient mes cicatrices avec de la pommade puante et rebouteuse, qui s'était relevée bien efficace.
Elle dit que, là-bas, dans la forêt, au milieu des marais, il existe un pays où la lune brille aussi fort que le soleil, qui, lui, est plus sombre que le nôtre. Il me raconta-t-il, tandis que ses doigts m'effleuraient délicatement ma peau meurtrie, pour finalement terminer par une dépression sur ma cuisse et raviver ainsi ma circulation sanguine. Dans ce pays, les gens vivent sur les arbres et dorment dans leurs creux. Durant la journée lunaire, ils grimpent au sommet des branches, où ils exposent leur corps dénudé à la lune, de sorte que leur peau verdit. Grâce à cette lumière, ils n'ont pas besoin de beaucoup manger. Ils se contentent de baies, des bois, de champignons et de noix. Ils ne doivent ni cultiver la terre, ni construire des habitations. Tout travail est effectué par seul plaisir. Chez eux, il n'y a ni seigneur, ni paysan, ni prêtre. Lorsqu'ils doivent prendre une décision, ils se réunissent sur un arbre et délibèrent, pour ensuite mettre en œuvre ce qu'ils ont décidé. C'est un individu. Si soustrait, il le laisse faire, persuadé que tôt ou tard, il reviendra vers eux. Lorsque quelqu'un s'éprend d'une autre personne, il se met en couple pour un temps avec elle, mais dès que ses sentiments s'étiolent, il s'en va vers un nouvel amour. De ces unions naissent des enfants, qui ont toute la communauté pour parents, car tout le monde là-bas s'occupe volontiers des petits. Parfois, lorsqu'il grimpe sur les arbres les plus hauts, il voit au loin notre monde, les fumées de nos maisons incendiées. Ils sentent l'odeur de la chair brûlée. Vite, ils se réfugient alors sous les feuilles pour ne pas salir leurs yeux avec de telles images, ne pas incommoder leur nez de cette puanteur. L'éclat de notre monde les repousse et les indispose. Ils n'y voient qu'un mirage, car jamais, comme ils l'ont été confondés aux Tartares et aux Moscovites, ils croient que nous sommes irréels, tel un mauvais rêve. Un jour, Opalinski demanda à Ozaska s'ils avaient un dieu. C'est quoi un dieu, voulut-elle savoir. Cela provoquait chez tous un grand étonnement, mais aussi, sembla-t-il, une fascination, comme si vivre dans la conscience que Dieu existe serait plus simple, puisque tout cela dispenserait de se poser la question obsédante. Par exemple, comment Dieu laisse-t-il souffrir autant de propres créatures, alors qu'il est bon et miséricordieux? Je demanda à Opalinski de s'informer sur la façon dont ce peuple vert passait l'hiver. Le soir même, il m'apporta la réponse. En malaxant ma pauvre cuisse, il me raconta qu'il ne remarquait même pas l'hiver. Dès l'arrivée des premiers gels, dit-il, ils se réunissaient tous dans le plus grand creux de l'arbre, où, serrés les uns contre les autres comme des souris, ils s'endorment pour se mettre à rêver. Petit à petit, une mousse soyeuse les enveloppe, les protégeant du froid, et d'énormes champignons poussent à l'entrée de leurs trous, de sorte qu'ils deviennent invisibles de l'extérieur. Leurs songes ont la particularité d'être communs, c'est-à-dire que si une personne est en train de rêver, une autre voit ce rêve dans son esprit. Aussi, ils ne s'ennuient-ils jamais. Pendant l'hiver, ils perdent du poids. Mais dès la première lune de printemps se lève, ils montent tous sur les sommets de l'arbre et, durant les journées entières, s'exposent leur corps pâle à la lumière afin qu'ils reverdissent. Ils ont aussi leur propre façon de communiquer avec les animaux. Et, comme ils ne consomment pas de viande et ne pratiquent pas la chasse, les bêtes non seulement sont leurs amis et les aident, mais leur racontent des histoires, ce qui est source de sagesse pour le peuple vert, et lui procure une meilleure connaissance de la nature. Tout cela ne représentait pour moi que des fables populaires, des balivernes. Aussi me suis-je demandé si ce n'était pas une pure invention de Palinski.
Un beau jour, aidé par un domestique, je me faufilerai dans le groupe pour les écouter, et force-me de constater que la fillette avait une parole fluide et hardie, et que tout le monde l'écoutait en silence. Je demandai ensuite à Opalinski de la questionner sur la mort. Voici ce qu'il me rapporta. Ils se considèrent comme des fruits. L'homme est un fruit, et il sera mangé par les animaux. C'est pour cette raison qu'ils attachent leur mort en haut des arbres, en attendant qu'ils se fassent dévorer par les oiseaux et les animaux de la forêt. À la mi-août, le temps espéré messager du roi arriva enfin à Kulenswilski. Il arriva dans un confortable carrosse, escorté par quelques gardes armés, et m'apporta des lettres, de beaux vêtements, et aussi un petit peu d'alcool. Fortement ému par cette aimable générosité du monarque, je fondis en larmes. Je ressentis une énorme allégresse à l'idée de reprendre enfin prochainement le voyage vers le monde. Je sautillai en claudiquant et ne pus m'empêcher d'embrasser Opalinski, encore et encore. J'en avais plus assez de ce manoir, tapi dans la forêt, et toute cette verdure, des mouches, des araignées, des vers de terre, des grenouilles et autres coléoptères. J'excédais l'odeur de la vase, l'humidité, le parfum étourdissant des feuillages. Tout cela finissait par me répugner. Ma thèse sur la plique polonaise était-elle bel et bien terminée, et j'estimais avoir ainsi contribué à discréditer ce phénomène. J'avais aussi effectué une description minutieuse de quelques plantes locales. Je n'avais plus rien à faire ici. Cependant, la date de plus en plus proche de notre départ me semblait guère enchanter le jeune Opalinski. Il se comportait bien d'une curieuse façon. Disparaissait on ne sait où, pour ensuite, le soir venu, m'informer qu'il allait discuter sous l'UTI et qu'il venait de ses propres recherches. J'aurais dû me douter de quelque chose, mais j'étais tellement enivré par notre prochain départ que je ne voyais rien venir. À la fin du mois d'août, fut marqué par la pleine lune, phénomène qui me cause toujours des insomnies. Suspendue au-dessus de nos forêts et des marécages, la lune semblait gigantesque, effroyable presque. C'était l'une des dernières nuits avant mon départ. La veille, j'avais passé la journée entière à emballer les herbiers, rongé par l'insomnie. Je me tournais et retournais dans mon lit. J'avais comme l'impression d'entendre l'autre bout de la maison des chuchotements lointains. Quelques petits pas pressés, des crispements à la porte. Cela aurait dû me mettre le pouce à l'oreille. Hélas, j'avais cru que ce n'était qu'un rêve. Le lendemain matin, nous constatâmes que tous les enfants et tous les jeunes avaient disparu sans laisser de traces, parmi lesquels les enfants du chambellan, 4 filles et un garçon. Ils étaient au nombre de 34. Toute la jeunesse du village. Seuls restaient les bébés collés au sein de leur mère. Il va de soi que mon bel Opalinski avait disparu lui aussi. Alors, je le voyais déjà m'accompagner à la cour de France. Ce fut un véritable cataclysme à Kursewisk. Les lamentations des femmes s'élevaient vers le ciel, tandis que les hommes aiguisaient déjà leurs faux, des fossiles et des épées afin que lancés en colonne serrée dans la forêt, à la recherche des disparus. Pour eux, c'était l'œuvre des Tartares qui, comme chacun sait, capturaient les enfants. Mais ils rentrèrent bredouille. Le soir même, les valets de la ferme découvrirent à proximité du manoir le cadavre d'un enfant perché en haut d'un arbre, ce qui déclenchait de nouveaux cris de géméniades, car tous avaient reconnu la tunique du garçon vert décédé au printemps dernier. À présent, il n'en restait plus grand-chose, puisque les rapaces avaient accompli leur œuvre morbide. Les 3 jours qui suivirent, j'entendis encore le retour du jeune Opalinski.
En vain. Pour finir, je lui laissai ce mot. Si tu réapparais un jour, viens me rejoindre, où que je sois. Je pleurai lorsque le cortège du roi s'ébranla, non pas à cause de la douleur qui m'occasionnait toujours ma jambe cassée, mais pour une toute autre raison, un émoi profond et infiniment triste. C'est que je quittais le dernier cercle du monde, les coffins humides et détestables, sa souffrance ignorée que personne n'avait encore décrite, ces horizons incertains, au-delà desquels il n'y avait plus un grand rien. De nouveau, j'allais vers le centre, là où tout prend immédiatement du sens et s'organise dans un ensemble cohérent et facile à interpréter. Voilà pourquoi je consigne à présent les événements avec une plus grande honnêteté, sans rien ajouter ni soustraire. Et je compte maintenant sur le lecteur pour m'aider à comprendre ce qui s'est réellement passé, car les péripéties du monde nous marquent à jamais d'une mystérieuse langueur. Lexique. Historiquement, ce titre désigne le commandement en chef des armées du royaume de Pologne et du grand-duché de Lituanie. 2. Bohdan Khmelnytsky, 1585-1657, d'origine noble, devient le chef militaire et politique des Cosaques d'Ukraine. Il incita les paysans à la révolte et organisa en 1648 un soulèvement massif contre la noblesse polonaise.